21h02, nous sommes à Bamako, vous êtes bien dans la grande édition en français sur MCTV. À présent, le sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous parlerons du secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines des États-Unis qui est en visite de 72 heures au Mali. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis, nous parlerons également des Accountability Lab, un projet à travers TEDx Bamako qui a organisé une conférence ce samedi, bien sûr en présence de Madame le ministre des Affaires étrangères et de l'ambassade des États-Unis au Mali. Merci de nous rejoindre dans la grande édition en français sur MCTV. Tout à l'heure, nous recevrons un invité qui viendra bien sûr parler de sa structure. Mais bien avant, le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines des États-Unis est en visite de 72 heures au Mali. Tibor Nagui a été reçu dans l'après-midi du dimanche en audience par le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours de la rencontre entre les deux personnalités, la coopération entre Bamako et Washington ainsi que l'entrepreneuriat des jeunes au Mali ont été abordés. Pour Tibor Nagui, il est important de visiter l'Afrique de l'Ouest, surtout le Mali. Ainsi, Tibor Nagui est au micro de Paul Nguessa. Je voulais visiter l'Afrique de l'Ouest et bien sûr, si je visite l'Afrique de l'Ouest, c'est absolument nécessaire d'arrêter ici à Mali. C'est un pays très important pour les relations avec les États-Unis. Il y a beaucoup de questions que nous devons adresser ensemble et pour ça, c'était absolument nécessaire pour moi de rencontrer Son Excellence, Monsieur le Président, et commencer une communication, un dialogue entre nos deux pays. Nous avons discuté, bien sûr, la situation de sécurité, la situation économique, la situation politique, tout. Et Monsieur le Président, comme moi, nous apprécions beaucoup la jeunesse en Afrique. Et nous voudrions un avenir de prospérité pour la jeunesse, parce que nous connaissons l'importance du travail, les investissements. Ce sont beaucoup de choses positives. Un futur pour le Mali, oui, c'est possible. Bien entendu, cela passera tout d'abord par une intégrité disciplinaire dans le travail, mais également à travers une vision pour la jeunesse et par, bien sûr, cette jeunesse. C'est bien le message lancé par Accountability Lab à travers le projet TEDx Bamako. À la fin de la conférence, écoutons les avis de quelques participants. Donc aujourd'hui, nous avons vu des présentations que nous avons voulu, à travers cet événement, créer un véritable débat, que les gens sachent qu'est-ce que nous avons comme potentialité dans la plus grande positivité. Il n'y a rien de négatif. Nous avons voulu être positifs avec nous-mêmes, avec notre pays et avec les opportunités que notre pays regorge. Une cérémonie présidée par Madame la ministre Kamisa Kamara, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, qui était au micro de nos reporters. J'avais beaucoup d'attentes. Je m'attendais à voir des jeunes talentueux, plein d'idées. Nous avons eu par exemple une personne qui nous a fait une présentation sur la culture du coton au Mali. Vous n'êtes pas sans savoir que le Mali est un grand producteur de coton et il a savamment démontré comment la production de coton au Mali pouvait créer des emplois, pouvait créer des richesses et ça c'est l'une des multiples richesses dont notre pays regorge. Accompagner cet événement pour deux raisons. Premièrement, c'est une bonne opportunité pour encourager la jeunesse à poursuivre des nouveaux projets, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans beaucoup de différents secteurs. Et aussi, nous avons décidé de suivre ce projet pour encourager les Maliens. Autre sujet à présent, l'atelier de formation des acteurs de la microfinance en finance islamique s'est ouvert ce lundi 5 novembre 2018 et s'étendra bien sûr jusqu'au 8 novembre au centre du secteur privé. La présente formation a pour objectif, bien sûr, de renforcer la capacité du secteur de la microfinance et était présidée par le ministre du Développement industriel et de la promotion des investissements, M. Moulaye Ahmed Boubacar. Reportage Mamadou Diallo, Mariam Diallo. Le système financier décentralisé est un secteur qui contribue au développement socio-économique et facilite un large accès aux services financiers pour les populations à faible revenu.
Aussi, contribue à la croissance des secteurs productifs. Raison pour laquelle l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, avec l'appui du ministère du Développement industriel et de la promotion des investissements, a organisé cette formation sur la finance islamique afin de privilégier l'inclusion financière. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, dans ses orientations pour son second quinquennat, a instruit de mettre un accent particulier sur la promotion de la finance islamique comme mode de financement alternatif. Est-il nécessaire de rappeler que le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers du secteur de la microfinance, par le décret numéro 20-16-0498 PRM du 7 juillet 2016, le gouvernement a approuvé la politique nationale de développement de la microfinance et son plan d'action 2016-2020, dont l'un des objectifs est de favoriser un large accès et la diversifier aux services financiers et protéger les intérêts des clients, à travers la promotion de financements innovants comme la finance islamique ou finance participative, la finance digitale, pour ne citer que ceux-là. Pour le président de la dite association, cette formation va contribuer au renforcement des capacités des agents de la microfinance et a évoqué quelques problèmes auxquels ils sont confrontés. En fait, la finance islamique est une variante de la finance globale. Mais de plus en plus, la finance islamique est en train de prendre de l'importance parce que c'est une forme de finance qui s'appuie sur les principes de l'islam. Et il est très important que cette finance islamique qui est en train de se développer dans les autres pays. Pour le moment, au Mali, c'est un embryon. Ça n'a pas démarré. Que nous renforçons la capacité de nos membres sur cette finance islamique pour qu'on puisse passer à une phase de vulgarisation de la finance islamique. Une dernière difficulté que je citerai, c'est d'avoir accès à certaines prestations de l'État, notamment les salaires et les retraites. Le secteur de la microfinance est l'un des plus gros contributeurs à l'inclusion financière des communautés, avec plus de 114,9 milliards d'encours de crédit et couvre plus de 1 277 000 clients, dont un dépôt de 89 milliards de nos francs. Parlons à présent d'immigration clandestine. Aujourd'hui, sur la route de l'Europe, le désert tue encore plus de migrants, sans oublier les milliers de morts dans l'océan. C'est bel et bien le constat amer de ces dernières années. Pour pallier bien sûr à ce mal, le projet Migrants vise à mieux expliquer les causes en solutionnant ce fléau en Afrique. Une séance d'information a permis à cet effet aux journalistes de mieux s'informer sur la question ce vendredi 2 novembre 2018 à Bamako. Reportage. Depuis le début de l'année, plus de 1857 personnes sont mortes ou disparues en essayant de traverser la Méditerranée. Nos braves valides prennent des routes multiples qu'ils ne connaissent pas forcément. Pour redonner goût et encourager nos jeunes Africains à cette aventure risquée et ambiguë, le projet Migrants a été mis en place. C'est dans ce sens qu'une séance d'information sur le thème de la migration irrégulière du projet a été organisée ce vendredi 2 novembre 2018 à l'endroit des journalistes du Mali. Durant 2 heures, les initiateurs de ce projet ont expliqué avec des témoignages à l'appui les causes de cette migration tout en essayant de donner les solutions de base à ce fléau. Monsieur Brahima Diko, coordinateur de ce projet, nous donne des précisions. Aussi longtemps que l'Europe va exister, d'un point de vue, les migrants, les Européens eux-mêmes vont migrer et ils vont aussi avoir besoin d'eux. Si l'Allemagne a ouvert les portes aux Syriens, ce n'est pas de gaieté de cœur. À un moment donné, la population allemande était vieillissante, ils avaient besoin de cette main-d'œuvre et on sait que la plupart de ces Syriens sont des ingénieurs, des professeurs d'université, etc. C'est des gens qualifiés. Chacun d'entre vous, demandez à vos parents de vous donner 2 millions, 3 millions pour investir ici. Rares sont les parents qui vont le faire. Mais quand vous allez là-bas, ils pensent que quand on investit en vous, vous allez là-bas. D'abord, comme il a dit, ce n'est pas un montant pour la plupart qui est déboursé tout de suite. Tout n'est pas déboursé, c'est déboursé au fil du temps. Vous vivez dans un foyer, vous-même vous travaillez le soir, vous sous-louez votre lit à quelqu'un qui va vous payer 100 €. Et vous allez dormir de 6 h du matin à midi. Et ensuite, votre lit est loué de midi à 18 h à quelqu'un d'autre. Vous allez vous payer 50 €. Donc vous devenez un marchand de sommeil, vous vivez dans cette situation. Vous revenez, vous louez une villa à votre maison. Vous allez acheter une voiture France au revoir. Vous mentez sur votre situation. C'est difficile que les autres croient que ça ne va pas là. Donc en fait, c'est vraiment plusieurs acteurs
bout au bout, sur une longue période, plus maintenant, des alternatives réelles. Parce que la plupart des gens qui partent, vous avez dit, il n'y a pas que des raisons économiques, mais à un moment donné, si vraiment ici, on arrive à déconstruire les mythes du mieux vivre là-bas, et à donner des opportunités réelles ici, que les gens ont les mêmes perspectives, en tout cas, certains ne partiront pas, ou peut-être partiront mais reviendront. Un projet, rappelons-le, qui propose aux migrants des informations fiables, des actualités, des risques, tout en donnant les conséquences et par-dessus tout, des alternatives. C'était un élément de Fama Coulibaly. Parlons à présent du nouveau chef de quartier de Badialan 1 qui a été investi ce samedi 3 novembre 2018 en présence des autorités communales et du district de Bamako. Plus de précisions avec Soumaïla Berté Oumoukone. Le quartier Badialan est situé en commune 3 du district de Bamako et l'un des premiers quartiers de Bamako car créé en période coloniale depuis 1946-1947. Depuis février 2011 à nos jours, Modibo Djiré a été choisi par la population comme chef de quartier, mais c'est cette année précisément le 19 juin 2018 que lui et 10 de ses camarades ont reçu leur confirmation en tant que chef de quartier. La cérémonie d'investiture était présidée par le maire de la commune 3 qui tend la main au tout nouveau chef de quartier. Collaboration, ça ne relève pas de moi, c'est les textes. C'est les textes. Le maire, l'équipe communale, l'équipe municipale, c'est l'ensemble de tous les acteurs. Le conseil communal seul ne décide de rien. Il y a le conseil, il y a le personnel, il y a les chefs de quartier, tous les acteurs au niveau de la commune. C'est la synergie d'action entre tout ceci qui concourt, qui contribue au développement de la commune. Le développement, c'est l'affaire de tout le monde. Modibo Djiré, le chef de quartier investi, se dit très ému pour la reconnaissance des autorités à leur égard. Là où je suis très ému. Je ne peux pas dire tout ce que je pense, mais ce qui est sûr, après avoir écouté toutes ces éminentes personnes, moi je suis très content et fier de tout ce qu'on a fait de 2011 à maintenant. Je suis très fier, j'ai la tête haute. J'ai la tête haute, je suis prêt à regarder tout le monde dans les yeux. De 2015 à maintenant, on a parlé du programme de développement PDSEC sur 5 ans, 2015-2019. Ça a commencé par ce projet. Et dans le projet, il y a des petites choses qu'on a fait. D'abord, on a formé des jeunes. 3 groupes de jeunes. Le nombre, je ne me souviens pas très bien. Mais on en a formé en coiffure, en teinture, en cuisine et en maçonnerie plomberie. Avec l'accompagnement de la mairie du district et Suisse Contact et notre partenaire ici à l'École supérieure d'ingénieurs d'urbanisme qui est implantée au Badialan ici. Il faut noter que dès sa création en 1946-1947, Badialan 1 était géré par Bolibana. C'est en 1978 que Badialan 1 a eu son premier chef de quartier du nom de Feu Oumar Sidibé. Alors, nous recevons bien sûr sur ce plateau, comme annoncé tout à l'heure, M. Bilali Chidiko, chef de projet TEDx Bamako. Nous avons le pouvoir de faire notre futur, c'est bien entendu ce que nous retenons de bien sûr, ces interventions, en l'occurrence l'intervention de Madame le ministre, bien sûr une intervention assez anecdotique, car bien entendu il y a 1 an, lorsque vous, bien sûr, vous l'approchiez, elle n'était pas encore ministre, c'est-à-dire que votre choix a été le bon. Alors, comment l'événement s'est-il déroulé en réalité? L'événement s'est très bien déroulé. On prévoyait de recevoir 200 personnes dans la salle et finalement on s'est retrouvé avec à peu près 400 personnes. Wow. C'était vraiment une réussite. On avait dans le public des personnes de profils différents. On avait des jeunes entrepreneurs, on avait des leaders communautaires, on avait des chefs d'entreprise, on avait des chefs de projet. Donc c'était vraiment un profil diversifié. Et de l'autre côté, on avait également des partenaires, des investisseurs. Et c'était un mélange. L'événement s'est déroulé environ 4 heures de temps, où 8 speakers se sont retrouvés en 15 minutes chacun pour parler de leur vision pour le futur, de comment est-ce qu'ils voient le futur pour le Mali.
c'était vraiment intéressant. Je crois que le public pourra en témoigner dans les commentaires. D'accord, une vision pour le futur. Déjà, il y a une question qui me sonne à la tête. Pourquoi TEDx Bamako? Alors, TEDx Bamako aujourd'hui parce que notre pays traverse une crise. Comme je le disais hier dans la vidéo, c'est la crise la plus grave de son histoire aujourd'hui. À un certain moment, on doit s'arrêter pour se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour ce pays, pour le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan de la santé, de l'éducation. Donc l'objectif était en fait de réunir les Maliens d'un côté et de l'autre ceux qui avaient quelque chose à partager pour qu'on puisse penser ensemble le futur pour le Mali. Donc TEDx Bamako vient dans ces circonstances-là en fait pour aider le Mali, pour aider les Maliens à penser le futur ensemble. D'accord, je me reprends TEDx. Alors TEDx Bamako. Alors pourquoi d'abord TED et ensuite cette prononciation TEDx? Ça c'est une belle question. D'abord parce que TED a commencé en fait aux États-Unis il y a plusieurs années. L'objectif dans un premier temps était de réunir les gens autour de 3 thématiques: technologie, entertainment and design. Technologie, divertissement et design. Et ensuite, l'initiative s'est répandue un peu plus sur divers domaines comme la santé, comme l'agriculture, comme l'éducation. Okay. Donc ça a commencé comme ça aux États-Unis et ça s'est répandu de TED à TEDx. Du coup, TEDx, ce sont des événements auto-organisés au niveau local dans des pays comme le Mali, le Maroc, en France, en dehors même de l'organisation globale qu'il y a aux États-Unis. Donc le X veut dire indépendamment organisé par des équipes locales. Ok, voilà qui est intéressant. Alors la prochaine étape bien sûr pour Accountability Lab, c'est quoi? Alors Accountability Lab a beaucoup d'activités, beaucoup de projets. Au mois de décembre prochain, début décembre, on va organiser ce qu'on appelle Integrity Idol, qui consiste en fait à sélectionner les fonctionnaires intègres dans l'administration publique malienne et célébrer leur honnêteté et leur intégrité. Donc nous croyons fermement en fait qu'en reconnaissant le mérite de ces fonctionnaires, ils pourront davantage en fait servir leur pays. Donc nous avons beaucoup de projets dans ce sens-là. Et l'année prochaine, on voudrait également répondre davantage TEDx dans d'autres zones qui ne sont pas Bamako. Ok. Alors, merci alors, Monsieur Bilali Diko. Je le disais tantôt, c'est le chef de projet TEDx Bamako. Nous allons bien sûr terminer cette édition, bien sûr, en sport, pour parler de l'AS Real de Bamako, qui a remporté son duel sur le Lafia Club de Bamako, LCBA 2-1, lors de la première rencontre de la 5e journée de la Coupe de la Ligue, disputée ce vendredi 2 novembre 2018 au stade Mamadou Konaté. Suivant le résumé de la rencontre avec Kadiatou Bagaïgo et Sekouba Balou. Pour le compte des rencontres de la 5e journée de la Coupe de la Ligue, l'AS Real de Bamako était opposé à l'Afia Club de Bamako LCBA. Les 45 premières minutes de ce match sont après match disputé et il n'y a pas eu de round d'observation, puisque juste après le coup d'envoi, les Scorpions se rient vers l'attaque et après quelques tentatives infructueuses, finiront par ouvrir le score grâce à Alou Badra Djakté sur un centre idéal de Magan Samabali à la 30e minute de jeu. Après ce but, les pensionnaires de l'Afia Bougou se ressaisissent et tiennent bon face aux multiples assauts côté réaliste et procèdent par contre-attaque. Ils ne parviennent pas à égaliser. Score à la pause, 1-0. À la reprise, le LCBA monte en régime et se crée des occasions. Mais il a fallu attendre la 66e minute de jeu pour voir leurs efforts se concrétiser. Sur une balle en chandelle, mal négociée par le défenseur du Real Ousmane Traoré, Hamza Cham saisit l'occasion et obtient un coup franc bien placé dont il se charge lui-même de la transformation et égalise 1 but partout. Le joueur fautif, à savoir Ousmane Koulibaly, écope d'un second carton jaune et sera expulsé. En supériorité numérique, le LCBA accentue sa pression et se procure des occasions. Comme sur le but égalisateur en fin de rencontre, soit à la 86e minute de jeu, le défenseur central du LCBA remet la balle directement sur Naman Keita qui ne se fait pas prier et propulse le cul au fond des filets. Score final 2-1 en faveur de l'AS Real de Bamako. À la fin de la rencontre, nous avons recueilli les propos de certains acteurs. Il n'y a pas de clé particulière. Les enfants en ont voulu. Nous savions qu'on allait avoir affaire à une équipe qui allait en vouloir énormément puisqu'elle sort d'une défaite. On s'attendait plus ou moins à la réaction de l'adversaire et ça a été la copie conforme. Mais il fallait tenir même à 10, il fallait résister.
avoir ce mental nécessaire pour prendre les 3 points et c'est ce qu'on a fait. Si on veut tenir debout dans cette compétition, il ne faut plus perdre des matchs, il faut gagner le reste des matchs. C'était le message qui était passé aux enfants. Et je pense qu'encore une fois, ils ont mouillé le maillot, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Je leur dis bravo. En première mi-temps, nous on a très mal joué, surtout physiquement. Après le changement qu'on a fait en deuxième mi-temps, on a pu revenir au score. Après, avec une erreur d'un de nos défenses, on a pris le deuxième but. Donc on va essayer de prendre nos 3 points la prochaine journée, Inch'Allah. Ça arrive souvent, quand on attaque, on peut encaisser souvent des buts comme ça. Là. Ça peut arriver, c'est déjà le football comme ça. On va continuer quand même. On va améliorer, ça va aller, c'est une préparation comme ça là, donc Inch'Allah ça va aller. Avec cette deuxième victoire d'affilée, les Scorpions de Djikoroni Para se repositionnent et enfoncent un peu plus leur adversaire du jour qui occupe toujours la dernière place du classement après 5 journées disputées. On se plaît à le dire, le sport c'est la vie, le sport c'est la santé, cet élément qui met fin à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml, également sur notre page MCTV Live. D'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.